exclue du Noël de ma belle famille pour laisser la place à l'ex-femme de mon mari, j'ai décidé de célébrer le réveillon à ma manière. À minuit, un appel de mon mari en panique a tout changé. Pourquoi m'as-tu fait ça? Les gens aiment croire que les mariages se terminent par une querelle explosive, une liaison ou une trahison dramatique. Le mien, non. Le mien s'est terminé par une phrase prononcée si désinvoltement que si quelqu'un d'autre l'avait entendue, il n'y aurait probablement pas prêté attention. Mon ex-femme, Mathilde, sera là, avait dit Damien en ajustant le nœud de sa cravate de Noël vert foncé dans le miroir de notre chambre. Maman et papa veulent que Léa ait un Noël complet avec ses deux parents. Il a fait une pause juste assez longue pour jeter un coup d'œil à mon reflet. Je pense qu'il vaut mieux que tu sautes celui-ci. Saute celui-ci. Pas, nous fêterons ensemble demain. Pas, je suis désolée. Pas même, je sais que ça fait mal. Juste, saute celui-ci. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru l'avoir mal compris. Tu veux dire que tu veux que je reste à la maison, ai-je demandé doucement. Il a soupiré, sonnant déjà fatigué de la conversation avant qu'elle n'ait vraiment commencé. Ce n'est pas ce que je veux. Ces mots précédaient toujours quelque chose qu'il voulait absolument. C'est juste plus facile. Plus facile pour qui? Pour tout le monde. Tout le monde. Apparemment, je n'étais plus incluse dans ce mot. Je me suis tenue à côté du lit, pliant l'un des pulls que j'avais achetés pendant les soldes un mois plus tôt. C'était l'un de ces simples pulls en maille torsadée couleur crème qui rendaient toutes les scènes de films de Noël crédibles. J'avais imaginé le porteur chez ses parents tout en aidant sa mère à finir le dîner, en regardant Léa ouvrir ses cadeaux et en buvant trop de chocolat chaud après. Au lieu de cela, je l'ai soigneusement plié de nouveau et les rangé dans le tiroir. Je comprends, ai-je dit. Damien a eu l'air sincèrement surpris. Pas d'argument. J'ai failli rire. Après 4 ans de mariage, il pensait toujours que le silence signifiait la défaite. Non. Il a souri avec un soulagement visible. J'apprécie. Il s'est approché et m'a embrassé le front. Cela ressemblait moins à de l'affection qu'à de la gratitude de la part de quelqu'un dont le problème s'était commodément résolu tout seul. Je ne serai pas trop tard. J'ai hoché la tête. Aucun de nous n'y croyait. En bas, des dizaines de cadeaux emballés étaient soigneusement empilés près de la porte d'entrée. Chaque étiquette de cadeau était écrite de ma main. Le père de Damien aimait les vieux romans de western. Sa mère collectionnait les ornements de Noël faits à la main. Léa avait supplié pour un télescope après avoir appris les constellations à l'école. Même l'ex-femme de Damien, Mathilde, avait un petit cadeau de ma part. Une bougie parfumée et des grains de café de qualité. Nous n'étions pas amies, mais nous avions toujours réussi à être respectueuses l'une envers l'autre. Elle ne m'avait jamais donné de raison de ne pas l'être. Ironiquement, la seule personne qui m'avait vraiment exclue de Noël n'était pas l'ex-femme. C'était mon mari. Damien a tout chargé dans le véhicule utilitaire sport, VUS, pendant que je tenais la porte d'entrée ouverte. Avant de monter à l'intérieur, il a hésité. « Tu es sûr que ça va ?» La question arrivait trop tard pour avoir de l'importance. « Je vais bien. » Il a hoché la tête une fois, a grimpé derrière le volant et est parti. Je suis restée sur le porche jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Le quartier ressemblait exactement à toutes les cartes postales de Noël que les gens adorent s'envoyer. De la neige fraîche saupoudrait les trottoirs. Des Pères Noël gonflables penchaient légèrement dans les jardins. Des enfants traînaient des luges sur les pelouses gelées pendant que les parents transportaient des plats entre les maisons voisines. Quelque part dans la rue, une chorale chantait « Douce nuit ». Tout semblait chaleureux. Tout semblait complet, sauf ma maison. Quand je suis rentrée, le silence s'est installé autour de moi presque immédiatement. Le sapin de Noël brillait toujours dans le salon, se reflétant doucement contre les fenêtres avant. Les chaussettes que j'avais accrochées au-dessus de la cheminée restaient parfaitement droites. La mienne, celle de Damien, celle de Léa. Pour la première fois depuis notre mariage, j'ai réalisé que la mienne semblait appartenir à une invitée. Je suis allée dans la cuisine et je me suis versé une tasse de café, même s'il faisait déjà soir.
La tasse avait de minuscules flocons de neige peints sur le rebord. Damien me l'avait acheté lors de notre premier Noël ensemble. À l'époque, il m'avait tenu la main par-dessus l'îlot de cuisine et m'avait murmuré « Je n'ai jamais ressenti une telle paix avec personne. » C'est drôle comme les souvenirs vieillissent. Parfois, ils deviennent plus chaleureux. Parfois, ils deviennent des preuves. J'ai emporté mon café à l'étage au lieu de m'asseoir dans le salon. Dans mon bureau, il y avait un mince dossier bleu marine. Il n'était pas là par accident. 3 semaines plus tôt, après une autre étrange conversation avec Damien sur le fait de « garder les finances simples », j'avais pris rendez-vous avec une avocate. Pas parce que je voulais divorcer, mais parce que je voulais des réponses. L'avocate n'avait pas essayé de me faire peur. Elle ne m'avait pas encouragé à partir. Elle avait simplement écouté. Puis elle avait dit quelque chose auquel je n'arrêtais pas de penser. Espérez le meilleur, m'avait-elle dit. Préparez-vous à la vérité. Ces 6 mots m'avaient suivi chaque jour depuis. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés financiers, des notes juridiques et une liste de contrôles écrites de ma propre main. Ouvrir un compte courant individuel. Fait. Rediriger le salaire. Fait. Inventorier les biens personnels. Fait. Photographier les objets de valeur. Fait. Rassembler les dossiers fiscaux. Fait. Rencontrer un conseiller financier. Fait. Je n'avais pas caché d'argent. Je n'avais enfreint aucune loi. Tout avait été fait exactement comme mon avocate, Coralie, l'avait instruit. Parce que la préparation n'est pas une vengeance. La préparation est une survie. Pourtant, j'ai fixé la dernière ligne non cochée. Ne déposer que si nécessaire. J'ai fermé le dossier. J'espérais vraiment, ai-je murmuré dans la pièce vide, que je n'aurais jamais besoin de toi. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Léa. Joyeux Noël, a-t-elle dit avec excitation dès que j'ai répondu. Joyeux Noël, ma chérie. J'adore le télescope. Je suis contente. Papa a dit que tu ne te sentais pas bien. J'ai fermé les yeux. Voilà. Le mensonge. Petit, pratique, totalement inutile. En fait, je vais bien, ai-je dit avec précaution. Je n'ai juste pas pu venir ce soir. Oh, elle semblait confuse. J'aurais aimé que tu sois là. Moi aussi. Nous avons parlé encore 5 minutes de l'école, de l'astronomie et du chien de la famille qu'elle avait convaincu Damien de lui laisser adopter 2 ans plus tôt. Avant de raccrocher, elle a dit doucement. Je t'ai gardé un biscuit. Ma gorge s'est serrée. Merci. Quand l'appel a pris fin, je n'ai pas pleuré. Non pas parce que je n'étais pas blessée, mais parce que pleurer ne changerait rien. Au lieu de cela, j'ai pris mon sac de voyage. Plus tôt cet après-midi-là, j'avais enregistré ma chambre dans un petit hôtel-boutique donnant sur le lac d'Annecy, France, à environ 1 heure de la maison. Ce n'était pas extravagant, mais c'était paisible, et pour la première fois depuis des mois, je voulais passer une soirée quelque part où personne ne s'attendait à ce que je souris malgré ma déception. Le hall sentait les branches de pin et la cannelle. Un pianiste jouait des airs de Noël près de la cheminée. Des couples riaient doucement autour de verres de vin tandis que des enfants cherchaient des bâtons de sucre d'orge cachés dans le hall par le personnel. Personne ne me connaissait. Personne ne me plaignait. Cet anonymat était étrangement réconfortant. Après m'être installé dans ma chambre, j'ai enfilé des vêtements confortables, commandé un service en chambre et suis sorti sur le petit balcon surplombant le lac gelé. La neige tombait paresseusement sous les lampadaires. Tout était calme, paisible, presque apaisant. Juste avant minuit, j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone, sauf les appels d'urgence. Puis je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé la neige tomber. À exactement minuit 14, mon téléphone s'est allumé. Damien, ai-je répondu. Avant que je puisse dire bonjour, je l'ai entendu respirer difficilement. Sa voix tremblait si violemment que je la reconnaissais à peine. Quoi, a-t-il haleté. Qu'est-ce que tu m'as fait?
Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. J'entendais Damien respirer dans le téléphone, vite et irrégulièrement, comme s'il avait couru 1 kilomètre dans l'air glacé de décembre. Quelque part derrière lui, une portière de voiture a claqué et un autre véhicule s'est éloigné sur le pavé humide. Il n'était plus à la maison. Il était dehors. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé, gardant ma voix calme. « Tu sais exactement de quoi je parle. » « Non, Damien, je ne sais pas. » « Mes affaires. » Il s'est arrêté, a dégluti difficilement, puis a recommencé. « Les papiers de divorce, la banque. » « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» J'ai regardé à travers le lac gelé. Des flocons de neige flottaient dans la lueur jaune des lumières de l'hôtel, et quelque part en dessous, une famille riait en prenant des photos à côté d'un sapin décoré. J'ai fermé les yeux. « Il semble que tu devrais appeler ton avocate, » ai-je dit doucement. Puis j'ai mis fin à l'appel. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne souriais pas. J'ai simplement posé le téléphone face contre table sur la petite table de patio et je suis resté là 1 minute de plus, écoutant le vent glisser sur la glace. Les gens imaginent que la vengeance est excitante. Elle ne l'est pas. Pas quand elle est construite sur des mois de déception. Pas quand chaque pas que vous avez fait était un pas que vous priez de ne jamais avoir à utiliser. Alors que je regardais la neige tomber, mon esprit est revenu 3 semaines en arrière, à l'après-midi où tout avait finalement commencé à prendre sens. C'était un jeudi. Rien de remarquable. J'étais parti du travail plus tôt car notre bureau fermait avant le long week-end de l'Ascension. Damien m'avait envoyé un SMS ce matin-là, disant qu'il travaillerait tard, alors j'avais fait les courses, fait le plein d'essence et était rentré chez moi, m'attendant à passer une soirée tranquille à emballer des cadeaux de Noël. Au lieu de cela, j'ai trouvé notre boîte aux lettres débordante. La plupart étaient du courrier indésirable, mais une enveloppe a attiré mon attention. Elle ne m'était pas adressée. Elle était adressée à Damien. L'adresse de l'expéditeur appartenait à un cabinet d'avocats. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai simplement posée sur le comptoir de la cuisine. Quand Damien est rentré après 20 heures, il est passé devant moi sans son bonjour habituel, a vu l'enveloppe et s'est figé pendant juste une fraction de seconde. Puis il l'a ramassée. Oh! Son sourire est apparu presque instantanément. C'est juste quelque chose du travail. Un cabinet d'avocats. Pour le travail. Il ne savait pas que mon père avait pratiqué le droit immobilier pendant près de 30 ans avant de prendre sa retraite. Je reconnaissais les papiers juridiques presque instinctivement. Pourtant, j'ai laissé tomber. Ou du moins, j'ai fait semblant. Le lendemain matin, après que Damien soit parti travailler, j'ai pris rendez-vous avec ma propre avocate. Pas parce que je croyais qu'il déposait une demande de divorce. Mais parce que quelque chose en moi murmurait que je devais comprendre mes droits avant de devoir les défendre. Son bureau n'était pas intimidant. Pas d'étagères imposantes, pas de photos de salle d'audience dramatique, juste une réceptionniste chaleureuse, du café frais et une femme nommée Coralie qui ressemblait plus à une directrice d'école de confiance qu'à une avocate spécialisée dans le divorce. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais tout. La distance de Damien, ses appels téléphoniques secrets, les changements financiers inexpliqués, l'enveloppe. Quand j'ai finalement cessé de parler, Coralie a joint ses mains. « J'espère que vous vous trompez », a-t-elle dit. Moi aussi. Mais l'espoir n'est pas une stratégie juridique. Cette phrase m'est restée. Elle a passé près de 2 heures à m'expliquer des choses que je n'avais jamais imaginé devoir savoir. Bien propres, bien matrimoniaux, compte joint, fonds de retraite, exposition au crédit, protection financière temporaire. Elle ne m'a pas dit de déposer. Elle ne m'a pas dit d'enquêter sur mon mari. Elle m'a simplement dit de me préparer. Si tout se passe bien, a-t-elle dit, souriant doucement, vous aurez perdu un peu de temps. Et si ce n'est pas le cas, vous vous en remercierez. Je suis sortie en portant un dossier bleu marine qui me semblait soudain beaucoup plus lourd que du papier ne devrait l'être. La semaine suivante, j'ai discrètement suivi toutes les recommandations. J'ai ouvert un compte courant individuel. Parfaitement légal. J'y ai redirigé mon salaire. Parfaitement légal.
J'ai téléchargé des copies de nos relevés financiers conjoints. Parfaitement légal. J'ai photographié des meubles coûteux, des bijoux, des appareils électroniques et des objets de famille. Parfaitement légal. Rien de tout cela n'était une vengeance. C'était de la documentation. Le vendredi suivant, autre chose s'est produit. Je suis rentré chez moi de manière inattendue car le déjeuner de fête de notre bureau avait pris fin plus tôt. Damien n'a pas entendu ma voiture entrer dans l'allée. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai entendu sa voix venant du bureau. Après Noël. Silence. Non, elle ne verra jamais rien venir. Une autre pause. J'ai déjà parlé à mon avocat. Je suis resté complètement immobile. Il a ri. J'ai juste besoin de passer les fêtes. Tout mon instinct me disait d'entrer dans cette pièce, de le confronter, d'exiger une explication. Au lieu de cela, je suis discrètement sorti, j'ai refermé la porte d'entrée sans faire de bruit, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé dans le quartier pendant 20 minutes avant de rentrer chez moi. À ce moment-là, il était dans la cuisine en train de faire du café. Il a souri comme si rien ne s'était passé. Tu es rentré tôt. Toi aussi. Ma réunion a été annulée. Un autre mensonge. Ce soir-là, j'ai pleuré pendant exactement 15 minutes. Puis je me suis lavé le visage. Le lendemain matin, j'ai rappelé Coralie. Cette fois, elle n'a pas eu l'air surprise. Je pense qu'il se prépare à déposer sa demande après Noël, ai-je dit. Alors assurons-nous que vous êtes préparés, vous aussi. Les semaines qui ont suivi sont devenues les plus étranges de mon mariage. Damien est devenu plus amical, presque joyeux. Il a suggéré que nous décorions des biscuits ensemble. Il m'a demandé de l'aider à choisir les cadeaux. Il m'a même embrassé chaque matin pour me dire au revoir. En y repensant, j'ai compris pourquoi. Il ne reconstruisait pas notre mariage. Il essayait de passer paisiblement les fêtes avant d'y mettre fin à son propre rythme. Il croyait qu'il dirigeait l'histoire. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà commencé à lire en avance. Puis est arrivé un autre moment inattendu. Un samedi après-midi, je suis passé chez les parents de Damien pour déposer un pain à la citrouille fait maison pendant qu'il aidait Léa à un événement scolaire. Sa mère a ouvert la porte avec une surprise sincère. Oh, nous ne vous attendions pas. J'étais juste dans le quartier. Elle m'a remercié chaleureusement, m'a invité à prendre un café, et nous avons bavardé pendant près d'une demi-heure. Pendant la conversation, elle a dit quelque chose qui m'a fait tressaillir. Nous sommes si contents que vous soyez enfin plus à l'aise avec des fêtes plus intimes. J'ai froncé les sourcils. Je suis désolée. Elle a souri. Damien a dit que les grandes réunions de famille vous rendaient anxieuse maintenant. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai jamais dit ça. Son sourire a lentement disparu. J'ai supposé. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Damien avait réécrit notre mariage pour d'autres personnes bien avant de prévoir d'y mettre fin. Soudain, tout s'est mis en place. Pourquoi les invitations semblaient moins enthousiastes? Pourquoi ses parents ne m'appelaient presque plus directement? Pourquoi les gens avaient commencé à me traiter comme quelqu'un qui choisissait de rester distante? Il avait construit cette image, un petit mensonge à la fois. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis senti lucide, d'une clarté cristalline. Ce soir-là, j'ai rappelé Coralie. J'ai pris ma décision. Elle n'a pas demandé pourquoi. Au lieu de cela, elle a posé une simple question. Prenez-vous cette décision parce que vous êtes blessé? Elle a fait une pause. Ou parce que vous êtes prête? J'ai regardé autour du salon tranquille que Damien et moi avions construit ensemble. Le sapin de Noël, les chaussettes, la photo de mariage encadrée, la vie que j'avais passé 4 ans à protéger. Je suis prête. Coralie a hoché la tête. Alors, à partir de ce moment, nous n'agissons pas émotionnellement. Que faisons-nous? Nous agissons avec prudence. Pendant les 2 semaines suivantes, tout s'est passé exactement comme la loi l'autorisait et exactement comme mon avocate l'avait recommandé. Pas de cris,
Pas d'argent caché, pas de destruction, pas de jeu, juste de la préparation. Puis, 3 jours avant Noël, Damien a levé les yeux de son téléphone et a dit nonchalamment les mots qui ont finalement confirmé qu'il ne restait rien à sauver. Mon ex-femme sera là. Mes parents veulent que Léa ait un Noël complet. À ce moment-là, il a inconsciemment activé la dernière étape d'un plan qu'il croyait être le seul à élaborer. Quand les gens entendent le mot vengeance, ils imaginent généralement des scènes de cris, des assiettes brisées, des pneus crevés ou des confrontations dramatiques devant une foule. Rien de tout cela ne s'est produit. La chose la plus dévastatrice que j'ai faite ce réveillon de Noël fut de rester exactement aussi calme que mon avocate m'avait conseillé de l'être. Coralie avait répété la même phrase à chaque réunion. Ne laissez jamais la colère prendre une décision que la loi devrait prendre. Le matin de Noël, presque tout était déjà préparé. Rien n'avait été précipité. Rien n'avait été fait dans le dos de Damien qui violait la loi. Chaque document avait été examiné 2 fois. Chaque mouvement financier avait été approuvé avant d'être effectué. La seule chose qui restait était le timing. Et Damien, sans s'en rendre compte, a choisi lui-même le timing. Le réveillon de Noël est arrivé, lumineux et d'une froideur amère. La lumière du soleil se reflétait sur la neige fraîche, faisant scintiller le quartier comme si chaque toit avait été saupoudré de sucre glace. Je me suis réveillée avant le lever du soleil, j'ai fait du café et je me suis assise seule dans le salon, regardant les lumières du sapin de Noël clignoter doucement. 4 ans. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'une maison de banlieue ordinaire se remplisse de souvenirs. Notre premier Noël en tant que mari et femme. L'année où Léa a insisté pour que l'ange soit de travers parce que, elle vole. Le Noël où Damien a brûlé les roulés à la cannelle et a convaincu tout le monde qu'ils étaient censés avoir cette apparence. Il y avait eu de vrais moments de bonheur. C'est ce qui a rendu la fin si douloureuse. Si notre mariage avait été misérable dès le début, partir aurait été facile. Au lieu de cela, je faisais le deuil de l'homme que Damien était, ou peut-être de l'homme que je croyais qu'il était. À 9 heures ce matin-là, Coralie a appelé. Comment tenez-vous le coup? J'ai connu mieux. Je ne posais pas la question émotionnellement. Cela m'a presque fait rire. J'ai tout signé. Bien. Vous avez examiné l'accord 3 fois. Et les documents financiers, c'est fait. Elle a fait une pause. Alors le travail d'aujourd'hui est simple? Aller à l'hôtel. Exactement. Pas de conversation de dernière minute, pas de dispute, pas de SMS, pas de réseaux sociaux, pas de surprise. J'ai regardé autour de la maison silencieuse. Et s'il appelle? Il le fera probablement. Qu'est-ce que je dis? Coralie a répondu sans hésitation. La vérité. Vers midi, Damien est descendu portant des cadeaux emballés. Il avait l'air presque joyeux. Tu ne t'en soucies vraiment pas? La question m'a prise au dépourvu. Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Je sais. Il a bougé maladroitement. Je voulais juste m'assurer. J'ai étudié son visage. Y avait-il de la culpabilité? Peut-être. Mais pas assez pour changer sa décision. Je vais bien, ai-je dit. Il a souri. J'apprécie à quel point tu as été compréhensive. Compréhensive? Drôle de choix de mots. La compréhension aurait signifié qu'il croyait que je méritais l'honnêteté. Au lieu de cela, il avait passé des semaines à construire un avenir qui ne m'incluait pas. Je l'ai aidé à porter les cadeaux jusqu'au VUS. Chaque cadeau avait été choisi par moi, la courte pointe faite à la main de sa mère, le bourbon préféré de son père, le télescope de Léa, même les petits cadeaux pour les bas de Noël. Damien a tout chargé à l'arrière. Avant de monter dans le siège du conducteur, il m'a embrassé le front. Je te vois ce soir. J'ai simplement hoché la tête. Il est parti, croyant qu'il laissait sa femme seule à la maison. Il n'avait aucune idée qu'il s'éloignait en fait de notre mariage. 1 heure plus tard, j'ai fermé à clé la porte d'entrée pour ce que je soupçonnais être la dernière fois en tant qu'épouse de Damien. L'entreprise de déménagement est arrivée exactement à l'heure.
Coralie avait tout arrangé par l'intermédiaire d'une entreprise agréée et expérimentée dans les transitions de divorce. Il n'y a pas eu de scène dramatique, pas de meubles qui disparaissent, pas de maison vide, seulement les effets personnels de Damien, ses vêtements, ses clubs de golf, ses livres, son diplôme universitaire encadré, le fauteuil en cuir qu'il avait hérité de son grand-père. Chaque carton avait été soigneusement étiqueté. Rien n'était endommagé, rien ne manquait. Le contremaître a passé l'inventaire en revue avec moi. J'aurai besoin de votre signature ici. J'ai signé les instructions de livraison. Je lui ai remis les documents. Damien avait déjà dit à tout le monde qu'il passerait la nuit chez ses parents parce que les célébrations de Noël duraient généralement tard. Coralie a suggéré que plutôt que de laisser ses affaires empilées dans notre garage ou sur le porche, elles soient livrées là-bas le lendemain matin après les fêtes, une fois la notification légale signifiée. Ses parents avaient été informés à l'avance par le cabinet d'avocats qu'une livraison liée à la séparation arriverait sans divulguer de détails inutiles. Ce n'était pas destiné à l'embarrasser. C'était destiné à prévenir les conflits. Le contremaître a souri poliment. Nous prendrons bien soin de tout. Je sais que vous le ferez. Alors que le camion s'éloignait, je suis restée dans l'allée pendant plusieurs instants. La maison avait exactement la même apparence. Aucun voisin ne regardait. Personne ne chuchotait. De l'extérieur, rien n'avait changé. À l'intérieur, tout avait changé. Avant de partir pour l'hôtel, j'ai traversé chaque pièce une dernière fois. La cuisine où nous dansions en faisant des crêpes. Le salon familial où Léa avait construit des cabanes en couverture. La chambre d'amis que nous avions un jour envisagé de transformer en nurserie. Ce rêve avait tranquillement disparu bien avant Noël. Dans notre chambre, j'ai retiré mon alliance. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai soigneusement placée dans une petite boîte en velours. À côté se trouvaient les papiers de divorce. Sur le dossier, Coralie avait suggéré de ne laisser qu'un seul mot manuscrit. Pas émotionnel, pas cruel. Juste clair. Je l'avais réécrit au moins 20 fois avant de me décider pour 3 phrases simples. Damien, tu avais déjà prévu de mettre fin à notre mariage. J'ai simplement refusé de te laisser décider quand mon avenir commencerait. C'était tout. Pas d'accusation, pas d'insulte, pas de mention de Mathilde, pas de mention de Noël, car ces choses n'étaient pas la raison de la fin de notre mariage. La malhonnêteté l'était. En fin d'après-midi, j'avais pris ma chambre à l'hôtel du Lac. La réceptionniste m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous voyagez seul? Oui. Elle a hésité brièvement avant de me glisser ma clé de chambre sur le comptoir. J'espère que vous trouverez un peu de paix ici. Je crois que c'est déjà le cas. Elle n'a pas posé d'autres questions. J'ai apprécié cela. Parfois, la gentillesse, c'est savoir quand ne pas être curieux. Ce soir-là, j'ai commandé un dîner simple. Poulet rôti, purée de pommes de terre, tarte aux pommes, rien de fantaisiste. Pendant que je mangeais près de la fenêtre donnant sur le lac gelé, de la musique de Noël flottait doucement dans le couloir. Des familles passaient devant ma chambre en riant. Des enfants se disputaient pour des jeux de société. Quelqu'un a frappé à la mauvaise porte par erreur et s'est excusé avec un rire gêné. La vie continuait. La mienne aussi. Vers 19h, mon téléphone a vibré. C'était Léa. Je voulais te remercier encore pour mon télescope. De rien, ma chérie. Je peux voir Jupiter. Je savais que tu le pourrais. Elle a ri. Papa avait besoin des instructions. Je m'en doutais. Pendant plusieurs minutes, nous avons parlé de planètes et d'école. Puis, presque distraitement, elle a demandé « Pourquoi n'es-tu pas venu ?» J'ai choisi chaque mot avec soin. Parfois, les adultes prennent des décisions difficiles. Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté à jamais. Je crois que Noël est censé être pour tout le monde. J'ai dégluti difficilement. Je crois que tu as raison. Pendant ce temps, à plus d'1 heure de là, le dîner de Noël ne s'était pas passé comme Damien l'avait prévu.
Je n'ai pas appris tous les détails avant bien plus tard. Mais entre les propres aveux de Damien, les excuses de ses parents, et même le récit de Mathilde pendant la procédure de divorce, j'ai finalement compris ce qui s'était passé. Le dîner a commencé assez normalement. Dinde, jambon, bougies, cadeaux. Léa, montrant à tout le monde son télescope. Puis la mère de Damien a regardé autour de la table et a demandé doucement, « J'aurais aimé que ton épouse soit là. » Damien a forcé un sourire. Elle a préféré une soirée tranquille. Avant que quelqu'un d'autre ne puisse répondre, Léa a froncé les sourcils. Elle m'a dit qu'elle voulait venir. La pièce est tombée silencieuse. Le père de Damien a levé les yeux de son assiette. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as dit qu'elle était malade, a ajouté Mathilde, confuse. Je ne suis pas sûre que ce soit ce qui s'est passé. Damien s'est soudain retrouvé à essayer d'expliquer deux histoires différentes à la même table. Puis Mathilde a posé sa fourchette. Elle l'a regardé directement. Tu as demandé à ton épouse de passer le réveillon de Noël seule. Personne n'a parlé. Même Léa semblait comprendre que quelque chose d'important venait de se passer. La chaleur autour de la table du dîner a disparu. Pas à cause de moi, mais parce que la vérité était tranquillement entrée dans la pièce. Damien ne le savait pas encore. Mais au moment où il est rentré chez lui cette nuit-là, toutes les histoires qu'il avait soigneusement racontées au cours des mois précédents avaient déjà commencé à s'effilocher. Les routes étaient presque vides quand Damien a quitté la maison de ses parents. Il était juste après minuit et une légère chute de neige avait recommencé, assez douce pour que les flocons semblent flotter plutôt que tomber. Les lumières de Noël brillaient dans les quartiers tranquilles alors qu'il rentrait chez lui, mais la chaleur des fêtes qu'il s'était attendu à emporter avait disparu des heures plus tôt. Le silence à la table du dîner de ses parents l'avait suivi jusqu'à sa voiture. Selon Damien lui-même, il a rejoué la soirée encore et encore pendant ce trajet. Léa demandant pourquoi je n'étais pas là. Mathilde le regardant avec déception au lieu de sympathie. Son père posant sa fourchette sans dire un mot. Sa mère murmurant doucement, « Damien, as-tu vraiment demandé à ton épouse de rester à la maison ?» Pour la première fois, il a réalisé que personne ne l'avait félicité d'avoir maintenu la paix. Au lieu de cela, ils avaient tous commencé à le remettre en question. Même Mathilde l'avait pris à part pendant que tout le monde nettoyait la cuisine. « J'ai accepté de venir parce que je pensais que tout le monde était à l'aise avec ça, avait-elle dit. Si j'avais su que tu laissais ton épouse seule à la maison le réveillon de Noël, j'aurais suggéré quelque chose de différent. » Il avait essayé de se défendre. « Tu ne comprends pas. » « Non, » avait-elle répondu calmement. « Je comprends parfaitement. J'ai passé 10 ans mariée à toi. » Cette phrase lui est restée. Elle a résonné dans sa tête alors qu'il se garait dans notre allée. La lumière du porche était toujours allumée. Tout semblait normal, presque trop normal. Il a déverrouillé la porte d'entrée et est entré. « Claire !» Sa voix a traversé la maison silencieuse. Pas de réponse. Il a réessayé. « Claire !» Toujours rien. Le sapin de Noël brillait doucement dans le salon, exactement comme nous l'avions laissé. Les chaussettes pendaient toujours au-dessus de la cheminée. La mienne. Celle de Damien. Celle de Léa. Rien ne semblait cassé. Rien n'avait été détruit. Il n'y avait pas le moindre signe de colère. Cela l'a plus perturbé que n'importe quelle dispute aurait pu le faire. Puis il a vu la table de la salle à manger. Un seul dossier reposait soigneusement au centre. À côté se trouvait mon alliance. Son cœur s'est accéléré. Il a traversé la pièce en 3 longues enjambées et a ouvert le dossier. Sur le dessus, il y avait ma note manuscrite. Il l'a lue une fois, puis encore. Ses mains ont commencé à trembler. En dessous se trouvaient les papiers de divorce. Y était jointe une lettre du cabinet d'avocats de Coralie confirmant que la pétition avait déjà été déposée plus tôt cet après-midi-là et que toute communication future concernant la procédure judiciaire devait être dirigée par l'avocat chaque fois que cela était approprié. Damien a fixé la date. Réveillon de Noël. Elle a déposé aujourd'hui. Il a murmuré les mots à haute voix comme si les prononcer pouvait d'une manière ou d'une autre les changer.
Non. Il s'est retourné et a couru à l'étage. Le placard de notre chambre l'a arrêté net. Mon côté ressemblait presque exactement à ce qu'il avait toujours été. Son côté était presque vide, pas dépouillé, pas saccagé, simplement organisé. Les vêtements que j'avais emballés pour lui avaient disparu car les déménageurs les avaient déjà récupérés. Seuls quelques articles que Coralie avait conseillé de laisser jusqu'à ce que le processus d'inventaire soit terminé pendaient toujours soigneusement en place. Les tiroirs de sa commode étaient presque vides. Le sac de voyage en cuir qu'il utilisait pour les voyages d'affaires avait disparu. Ses clubs de golf, ses bottes d'hiver, tout avait été documenté. Tout avait été inventorié. Rien n'avait disparu illégalement. Rien n'avait été vandalisé. Cela ressemblait moins à une scène de crime qu'à la conclusion professionnelle d'un chapitre. Il est redescendu en courant, a attrapé son téléphone et s'est connecté à l'application bancaire. L'écran affichait une notification. Compte joint, restriction temporaire de transactions en place en attendant une autorisation mise à jour comme précédemment demandée par l'intermédiaire du conseiller juridique. Il a réessayé. Le même message. Coralie m'avait expliqué ce processus plus d'une fois. Parce qu'une demande de divorce avait été déposée et qu'une notification formelle avait été émise, certaines transactions importantes impliquant le compte joint nécessitaient désormais le consentement des deux parties conformément aux procédures de la banque. Aucun de nous ne pouvait le vider discrètement pendant que le processus juridique avançait. Cela nous protégeait tous les deux. Damien n'a pas vu de protection. Il a vu qu'il ne contrôlait plus le calendrier. Sa respiration est devenue superficielle. Il a appelé son avocat. Messagerie vocale, bien sûr. Il était 00h10 le matin de Noël. Puis il m'a appelé. Lorsque mon téléphone s'est allumé sur le balcon, je savais déjà qui ce serait. J'ai regardé son nom pendant plusieurs secondes avant de répondre. Claire. Il ne ressemblait en rien à l'homme confiant qui m'avait embrassé le front 12 heures plus tôt. Qu'est-ce que tu m'as fait ? La question n'était pas en colère. Elle était effrayée. J'ai serré un peu plus mon manteau contre le froid. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mes affaires ont disparu. Je sais. Les papiers de divorce. Je sais. Le compte bancaire. Je sais. Sa respiration s'est alourdie. Pourquoi ? J'ai regardé le lac gelé avant de répondre. C'est la mauvaise question. Quoi ? La question n'est pas pourquoi je me suis préparée. C'est pourquoi tu as cru que je ne le ferais pas. Silence. Puis sont venus les mots que j'attendais toute la soirée. J'allais tout expliquer. Quand ? Je ne sais pas. Après Noël. Il n'a pas répondu parce que nous savions tous les deux que c'était exactement ce qu'il avait prévu. Je n'essayais pas de te blesser. J'ai presque souri. Non, non. Tu as dit à ton épouse qu'elle ne pouvait pas passer Noël avec son propre mari. Je pensais à Léa. Tu pensais à toi. Un autre silence. Plus long cette fois. Finalement, il a reparlé. Mes parents savent. J'imagine qu'ils savent. Mathilde sait. J'imagine qu'elle aussi. Mon père ne répond même plus à mes appels. Je me suis appuyée sur la balustrade du balcon. Damien, rien de tout cela n'est arrivé à cause de moi. C'est arrivé parce que tu as déposé ta demande. Non, ai-je dit doucement, mais avec une certitude absolue. C'est arrivé parce que tu as passé des mois à mentir à tout le monde autour de toi. Il n'a pas interrompu. Tu as dit à tes parents que je n'aimais pas les fêtes de famille. Silence. Tu as dit à Léa que j'étais malade. Silence. Tu m'as dit que ce n'était pas ce que tu voulais. Encore le silence. Puis d'une voix à peine audible, il a demandé, « Quand as-tu su ?» J'ai répondu honnêtement. J'ai commencé à me douter après la lettre du cabinet d'avocat. Il a inspiré brusquement. Tu l'as vu. J'ai vu l'enveloppe. Je n'ai jamais voulu que tu. Je t'ai entendu aussi. Une autre longue pause. L'appel téléphonique, a-t-il finalement dit. J'ai fermé les yeux.
Oui. Sa voix s'est brisée. Alors, tu savais depuis des semaines? J'espérais me tromper. Tu aurais dû me parler. J'ai laissé ces mots planer entre nous. Puis j'ai demandé doucement, m'aurais-tu dit la vérité? Il n'a pas répondu parce que nous savions tous les deux. Il ne l'aurait pas fait. Un vent froid a balayé le lac. En dessous de moi, un employé de l'hôtel finissait de placer des lanternes le long du sentier gelé. Quelque part au loin, des cloches d'église ont sonné une fois, annonçant le jour de Noël. Damien a reparlé. J'ai tout perdu. Non. J'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Tu as perdu le mariage bien avant ce soir. Je n'ai jamais voulu ça. Alors pourquoi planifiais-tu un divorce? Il s'est effondré. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Juste le son épuisé d'un homme dont les propres choix l'avaient finalement rattrapé. Je pensais. Sa voix a disparu. Quoi? Je pensais que tu serais toujours là. Cette phrase m'a blessé plus que tous les mensonges qu'il a racontés parce qu'elle les expliquait tous. Il n'avait pas cru que je partirais. Il avait cru que j'endurerais, peu importe ce qu'on m'offrait. Peu importe à quelle fréquence j'étais placé en second, peu importe la minutie avec laquelle il arrangeait ma sortie de sa vie, il croyait que j'attendrais qu'il décide de mon avenir. Il avait tort. J'ai parlé doucement. Tu m'as dit où je n'avais pas ma place. Il n'a rien dit, alors j'ai cessé de faire semblant d'y avoir ma place. Aucun de nous n'a reparlé pendant près d'une minute. Finalement, il a murmuré, « Où es-tu » J'ai regardé le lac tranquille, quelque part de paisible. Puis j'ai mis fin à l'appel. Je ne mettais pas fin à notre conversation. J'avais déjà mis fin à notre mariage. Les gens demandent souvent si Damien et moi nous sommes remis ensemble. La réponse est non. Non pas parce que le pardon était impossible, mais parce que le pardon et la réconciliation sont deux choses complètement différentes. J'ai finalement trouvé de la place dans mon cœur pour le premier. Le second exigeait de la confiance, et la confiance est quelque chose qui grandit lentement mais se brise d'un seul coup. Le divorce a pris un peu plus de 8 mois. Au crédit de Damien, une fois le choc initial passé, il a cessé de vouloir mener une bataille qu'il avait déjà perdue. Coralie m'avait averti que de nombreux conjoints devenaient vindicatifs après avoir réalisé qu'ils avaient perdu le contrôle de la situation. Damien, non. Peut-être que la nuit de Noël a changé quelque chose en lui. Ou peut-être que pour la première fois depuis très longtemps, il a été forcé de faire face seul aux conséquences de ses propres décisions. Pendant la médiation, il a surpris tout le monde. Il a admis qu'il avait prévu de déposer sa demande après Noël. Il a admis m'avoir caché ce fait. Il a admis avoir déformé notre mariage à ses parents. Il a même admis que dire à Léa que j'étais malade avait été plus facile que d'expliquer la vérité. Je pensais que j'évitais le conflit, a-t-il dit doucement lors d'une séance. Coralie a jeté un coup d'œil vers moi mais n'a rien dit. La médiatrice s'est penchée en avant. Et qu'est-ce que vous pensez que vous évitiez réellement? Damien a fixé la table de conférence pendant plusieurs secondes. Ma propre culpabilité. Personne n'a parlé. Il n'y avait plus rien à ajouter. Le processus juridique est devenu remarquablement civil après cela. Nous avons divisé nos biens équitablement. La maison a été vendue et le produit a été distribué conformément à l'accord. Aucun de nous n'a essayé de punir l'autre financièrement. Aucun de nous n'a fait traîner le processus simplement pour créer plus de douleur. Ironiquement, la partie la plus paisible de notre mariage s'est avérée être notre divorce. Quelques semaines après que tout soit devenu officiel, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. La mère de Damien. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale. Au lieu de cela, j'ai répondu « Allô ?» Sa voix semblait plus vieille d'une certaine manière. Les souvenirs précieux ont le don de faire entendre la vérité trop tard, a-t-elle dit doucement. Je vous dois des excuses. Je n'ai pas interrompu. J'ai cru ce que Damien nous a dit parce que c'était mon fils. Une autre pause. Je ne vous ai jamais demandé si c'était vrai. Mes yeux se sont tournés vers la fenêtre de mon appartement.
Dehors, la pluie du début du printemps lavait les dernières taches de neige sale. J'aurais dû vous appeler des mois plus tôt, a-t-elle continué. Peut-être même des années plus tôt. J'apprécie que vous disiez cela. Je n'attends pas le pardon. Je sais, a-t-elle soupiré. Je voulais juste que vous m'entendiez dire que vous méritiez une place à notre table. La phrase a atterri plus durement que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'elle changeait le passé, mais parce qu'elle le reconnaissait. J'en voulais une, ai-je admis doucement. Je sais. Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure. Pas d'avocat, pas de reproches, mais de recettes, de traditions de Noël, de Léa, de choses ordinaires. À la fin de la conversation, rien n'avait été magiquement réparé, mais quelque chose avait été guéri. Des mois plus tard, le père de Damien m'a écrit une lettre manuscrite. Ce n'était pas un homme qui utilisait beaucoup de mots. La note remplissait à peine une demi-page. J'ai omis de remarquer quand la gentillesse est devenue invisible dans ma propre maison. Merci pour les années où vous avez aimé notre famille, même quand nous ne le voyions pas toujours. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai placée à l'intérieur du même dossier bleu marine qui avait autrefois contenu mes papiers de divorce. Certains documents vous rappellent comment la vie s'effondre. D'autres vous rappellent que les gens peuvent encore choisir la décence après avoir échoué. Peu de temps après la finalisation du divorce, Mathilde m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. J'ai failli refuser. Au lieu de cela, nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. Elle est arrivée portant 2 lattes. Je voulais dire quelque chose depuis des mois, a-t-elle dit. J'écoute. Elle a souri tristement. Quand Damien m'a parlé de Noël, je pensais que tout le monde était d'accord. Je sais. Si j'avais su la vérité, elle a secoué la tête. Je ne serais jamais entrée dans cette maison. Je vous crois. Elle a eu l'air soulagée. Puis elle a ri doucement. Tu sais, c'est drôle. Quoi? Toi et moi n'avons jamais été le problème. J'ai souri pour la première fois ce matin-là. Non, nous n'étions que 2 femmes essayant d'être raisonnables pendant qu'un homme continuait de réécrire l'histoire. Aucune de nous n'a parlé pendant un instant. Puis nous avons toutes les 2 ri. Non pas parce que quelque chose était amusant, mais parce que la vérité sonnait enfin simple. La personne qui m'a le plus surprise l'année suivante n'a pas été Damien. C'était Léa. Les enfants voient plus de choses que les adultes ne le réalisent. Elle n'a jamais posé de questions inappropriées. Elle n'a jamais choisi de camp. Elle a simplement continué à être la petite fille brillante et curieuse qui aimait la science, les livres et regarder les étoiles. Tous les quelques mois, elle m'envoyait une carte postale. Parfois, c'était juste un dessin d'une planète. Parfois, une histoire drôle de l'école. Parfois, seulement 3 mots. Tu me manques beaucoup. J'ai toujours répondu, sans jamais critiquer son père, sans jamais expliquer le divorce. Les enfants méritent l'honnêteté. On ne devrait jamais leur demander de porter l'amertume des adultes. Le décembre suivant, presque exactement 1 an après cet appel téléphonique, je me suis retrouvée à décorer un autre sapin de Noël. Cette fois, il se trouvait dans mon propre appartement. Plus petit que l'ancien, un peu bancal. Parfait. Quoi qu'il en soit, au cours de l'année précédente, j'avais commencé un nouveau poste au sein d'une organisation à but non lucratif qui coordonnait des services bénévoles pour les personnes âgées vivant seules pendant les fêtes. Cela a commencé par un dîner de Noël. Puis, quelqu'un a suggéré d'inviter des voisins, une enseignante à la retraite, un veuf qui avait récemment perdu sa femme, un jeune vétéran de l'armée dont la famille vivait à travers le pays, une infirmière travaillant de nuit qui est passée avant de se rendre à l'hôpital. Le réveillon de Noël, mon appartement était rempli de personnes qui avaient commencé la soirée comme des étrangers. Quelqu'un a brûlé les petits pains. Quelqu'un d'autre a oublié la sauce aux canneberges. Les enfants se sont disputés pour des jeux de société. Les gens riaient trop fort. Quelqu'un a commencé à chanter des chants de Noël complètement faux. C'était merveilleusement imparfait. À un moment donné, je suis allée dans la cuisine pour un moment de calme. En regardant par l'embrasure de la porte, j'ai vu tout le monde parler autour de la table. Personne ne vérifiait s'il avait sa place.
Personne n'avait gagné sa place. Ils avaient simplement été accueillis. Un léger coup a interrompu mes pensées. C'était ma voisine, Madame Dubois. Tu reviens, a-t-elle demandé avec un sourire. Je ne le manquerai pour rien au monde. En retournant dans la salle à manger, j'ai réalisé quelque chose qui ne m'était pas venu à l'esprit de toute l'année. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne pensais pas à Damien. Je ne jouais pas à Noël. Je ne me demandais pas si j'avais pris la bonne décision. Je savais déjà que oui, car la vengeance n'avait jamais vraiment été le but. La dignité l'était. Les gens confondent parfois la dignité avec la faiblesse parce qu'elle ne crie pas. Elle ne claque pas les portes. Elle ne cherche pas les applaudissements. Elle refuse tranquillement de rester là où l'amour est devenu conditionnel. Quelques jours après Noël, une petite enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple carte de Noël. Sur le devant, une aquarelle d'un ciel enneigé. À l'intérieur, d'une écriture soignée, 8 mots. Merci de toujours m'avoir fait sentir comme faisant partie de la famille. Elle était signée simplement, affectueusement, Léa. Je suis restée assise à ma table de cuisine longtemps, tenant cette carte. Puis j'ai souri parce qu'à la fin, la plus grande victoire n'a pas été de voir Damien perdre la vie qu'il pensait contrôler. Ce fut de découvrir que je n'avais jamais eu besoin de la permission de qui que ce soit d'autre pour en construire une meilleure. La famille n'est pas l'endroit qui vous garde une chaise seulement quand c'est pratique. La famille est l'endroit où votre présence n'est jamais traitée comme un problème à résoudre. Et parfois, la plus forte des vengeances n'est pas de faire regretter à quelqu'un de vous avoir perdu. C'est de créer une vie si pleine de paix, de but et de respect de soi que vous ne remettrez plus jamais en question votre propre valeur. Si mon histoire vous a marqué, j'espère qu'elle vous rappellera une simple vérité. Ne confondez jamais être patient avec accepter moins que ce que vous méritez. La gentillesse ne devrait jamais vous obliger à disparaître. Et l'amour ne devrait jamais vous demander de gagner votre place à table.